8h11 sur LCI, voilà, ça y est, l'Europe est donc fixée, ce sera 15%, une taxe de 15% sur les produits européens qui seront exportés aux États-Unis à partir du 1er août, c'est-à-dire à partir de vendredi prochain. Ceux qui craignaient 30% aujourd'hui se réjouissent et ceux qui voulaient 5% sont évidemment effrayés. C'est-à-dire, c'est notre question du jour. Combien tout ça va nous coûter à nous, Européens, et à nous, Français? En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, c'est que Donald Trump, lui, il n'est pas peu fier de son accord. Écoutez. Nous avons décidé que le tarif uniforme pour les automobiles et tout le reste sera un tarif de 15%. Nous sommes parvenus à un accord. Je pense que c'est un bon accord pour tout le monde. Et c'est, je crois que vous disiez, que c'est probablement le plus gros accord jamais conclu, que ce soit dans le domaine commercial ou autre. C'est un accord gigantesque qui concerne de nombreux pays. Alors oui, Catherine, 15%, c'est mieux que 30%. Mais est-ce qu'on s'en sort bien avec ces 15%? Non, on s'en sort encore moins bien, par exemple, que le deal qui a été conclu avec le Royaume-Uni, alors que déjà, on disait que c'était un mauvais deal. 15%, ça reste absolument énorme. C'est 3 fois plus que ce qui nous était imposé avant l'arrivée de Donald Trump. C'est un très mauvais deal. C'est un braquage américain. On n'a pas eu le choix que de se plier face à Donald Trump parce que l'Europe n'était pas unie. L'Europe était divisée et évidemment, on parle souvent de l'Europe comme le plus grand marché de consommateurs, mais la réalité, c'est qu'on est une somme de pays avec des intérêts très différents et que donc là, face aux États-Unis, nous n'avions pas les moyens de lutter. C'est un accord qui est désastreux, notamment pour l'industrie européenne, qui est déjà, je cite Mario Draghi, qui parle d'une lente agonie de l'industrie européenne. Avec ce nouvel accord, eh bien, c'est encore une fois l'industrie européenne qui va être laminée. Donc non, c'est catastrophique. Ouais. Johanna, il y avait la semaine dernière le Japon qui avait conclu un accord. Cette semaine, c'est nous. Est-ce qu'on peut estimer maintenant que Trump, en fait, sa méthode fonctionne? Ça marche bien. Très bien, ça marche hyper bien. On peut effectuer énormément de critiques sur Donald Trump, à la fois sur sa personnalité, son passé, sa politique, mais il faut reconnaître que c'est un négociateur hors pair. À chaque fois, il emploie exactement la même technique, c'est-à-dire qu'il brandit des menaces, il tape très fort sur la table et il force ses partenaires commerciaux à négocier. Et lorsqu'il parvient à décrocher un accord, c'est toujours à l'avantage des États-Unis. C'est ce qui s'est passé hier avec l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Japon, c'est ce qui s'est passé aussi avant avec le Royaume-Uni, l'Indonésie ou encore les Philippines. Et dans certains cas, Donald Trump réussit même à imposer des surtaxes à ses partenaires en faisant supprimer celles qui sont imposées aux produits américains. C'est ce qui se passe notamment avec le Vietnam, où tous les produits américains qui entrent sur le territoire sont exemptés de droits de douane. Et ce qu'il y a de particulièrement surprenant dans cette situation, c'est qu'il finit quand même par nous faire croire, à ses partenaires commerciaux que c'est une bonne nouvelle, que c'est un accord gagnant-gagnant à chaque fois avec le même discours. C'est un accord qui sera parfait pour tout le monde. Il essaye en tout cas certains ont l'air d'y croire, peut-être, comme le discours d'Ursula von der Leyen. Justement, il aura fallu en effet des mois pour y parvenir. Ça s'est passé hier en Écosse, tout a été bouclé. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle reconnaît que globalement, les Européens, ils ont transpiré pendant les négos. Écoutez. Je tiens à remercier le président Trump personnellement pour son engagement et son leadership pour que nous parvenions à cet accord. C'est un négociateur hors pair, mais c'est aussi un faiseur d'accords. Éric, c'était la seule négociatrice dans ce dossier. Où étaient les chefs d'État? Non, mais bien sûr que non. D'abord, c'est la Commission européenne a le droit exclusif de négociation. Elle négocie au nom des chefs d'État. Donc, ce que disait Catherine en fait, elle a porté la parole d'une Europe désunie et d'une Europe dans laquelle la France a perdu sa voix. Et on le voit bien ce matin dans la déclaration du gouvernement, en tous les cas de Benjamin Haddad, quand il dit que cet accord est un échec, et un échec d'abord pour l'économie française. C'est une économie française et ensuite pour l'Europe. Donc, finalement, Ursula von der Leyen, elle porte une parole là qui est une parole d'échec, dont elle va devoir supporter les conséquences sur le plan au sein de la Commission, mais aussi politiquement. Et moi, je retiens encore cette phrase de Benjamin Haddad dans sa déclaration qui est quand même assez terrible, parce que c'est une déclaration indignée qui vient après coup. Mais comment ne l'a-t-on pas eu avant cette résistance? Et là, je rejoins encore ce que disait Catherine, c'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé en amont qui a été un échec. C'est toute la négociation préalable. La négociation n'a pas eu lieu dans la soirée d'hier, évidemment, ça fait des mois qu'elle dure. Et quand Benjamin Haddad dit « nous devons en tirer très vite les conséquences » ou risquer l'effacement,
ou risquer l'effacement. C'est vraiment ça que ça dit. Ça dit qu'aujourd'hui, l'Europe, sur le plan économique, cet accord-là, qui peut en augurer d'autres, est un risque d'effacement. Catherine, relisons cette phrase, elle est quand même très importante, cette déclaration du ministre. L'accord commercial négocié par la Commission européenne avec les États-Unis apportera une stabilité temporaire, donc en effet déjà on voit qu'il faudra peut-être avancer autrement à un moment, aux acteurs économiques menacés par l'escalade douanière américaine, mais il est déséquilibré. C'est ce que vous disiez à l'instant, en effet. Il est complètement désastreux pour bon nombre de filières. Si on prend le cas français, parce qu'évidemment c'est ce qui nous intéresse, il y a 3 filières qui vont beaucoup souffrir. La première, ce sont les vins et spiritueux, parce que c'est déjà la filière la plus fragile. Il y a également les produits cosmétiques, parce que le marché américain, c'est le plus gros marché mondial. Et il y a également la maroquinerie via les produits de luxe. On estime qu'à 20% de droits de douane, c'était 17 000 emplois qui allaient être détruits. Donc ce sera un petit peu moins. Et donc on voit qu'on va beaucoup souffrir de cet accord. Là, c'est le cas français, mais au niveau européen, il y a l'acier, l'aluminium. On a des droits de douane à 50%, alors même qu'on est déjà notre industrie sidérurgique est déjà complètement à terre en raison de la concurrence chinoise. Cet accord vient encore enfoncer le clou sur le cercueil de l'industrie européenne, et il est absolument terrible, cet accord. Il y a une phrase de Benjamin Haddad qui dit, par rapport à, on a entendu Ursula von der Leyen, Haddad dit « Cet accord n'est pas satisfaisant, il ne peut être durable ». Donc c'est complètement... Alors oui, qu'en ont-ils fait avant ? Mais il va en contradiction avec la déclaration d'Ursula von der Leyen. Celui qui partage votre constat, Catherine, c'est l'ancien président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Écoutez ce qu'il disait, il est assez alarmiste. Peut-être une réflexion, c'est le retour des droits de douane, quand même. Maintenant, c'est sérieux, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accord avec le Japon, l'accord avec la Grande-Bretagne, un simili accord avec la Chine. On a complètement changé d'air. Depuis 40 ans, on supprimait les droits de douane, quasiment zéro, alors 4% des États-Unis. Et là, il semblerait qu'on rentre dans un autre univers où il y a, alors c'est pas le retour il y a 40 ans, mais des droits de douane qui vont forcément ralentir le commerce. Alors Catherine, vous nous avez bien expliqué le danger pour ceux qui produisent dans notre pays et qui voudraient exporter. Est-ce que nous, consommateurs finaux, il y aura un impact sur nous ? A priori, il y aura surtout un impact sur les Américains. Et d'ailleurs, on dit que c'est un succès pour Donald Trump, mais il y a quand même une contrepartie, c'est que les prix vont augmenter pour le consommateur américain, ou alors pour les distributeurs qui pourront aussi faire le choix d'absorber la hausse des prix. Mais on sait qu'aux États-Unis, la hausse des prix a commencé. Et donc, c'est pas certain que Donald Trump, du côté des Américains, tout cela sera apprécié. Sans doute que ça va lui coûter cher, mais quand même, c'est une opération réussie pour Donald Trump, parce que ces milliards d'euros qu'il va récupérer via justement ses droits de douane, ça lui permet de financer les hausses, les baisses d'impôts qui font partie de son méga plan qu'il vient d'acter au Congrès américain. Et donc, oui, il va y avoir des hausses de prix pour les Américains, mais aussi des baisses d'impôts. Donc peut-être que l'un dans l'autre, Donald Trump a réussi son pari, mais ça, il va falloir le voir sur les prochains mois et guetter évidemment la hausse des prix et l'impact sur les Américains, notamment les plus pauvres. Un autre qui est inquiet, c'est l'ancien ministre Yves Gégaud, qui aujourd'hui est spécialiste du Made in France. L'Europe reste bouche bée face au coup qu'elle vient de prendre. Alors, on tombe tous dans le piège en disant oui, ça aurait pu être pire. Vous savez, c'est la stratégie du coup de massue. Quand vous arrêtez le coup de massue et que vous donnez des coups de marteau, vous se dire ah oui, ça fait un peu moins mal. Enfin, c'est quand même une dure décision qui a été prise ce soir par le président américain. C'est 28 000 entreprises en France qui exportent aux États-Unis, dont 12 000 font plus de 40% de leur chiffre d'affaires avec les États-Unis d'Amérique. C'est dire si ça va avoir des conséquences très concrètes pour ces chefs d'entreprise. Oui, et comme si ça ne suffisait pas, l'Europe s'est engagée pour ne pas atteindre ces fameux 30% qui étaient la menace de Donald Trump sur 2 éléments précis. Premier engagement, dépenser 750 milliards de dollars en achat d'énergie, notamment pour remplacer le fameux gaz russe sur lequel on comptait beaucoup avant la guerre en Ukraine. Et puis l'autre partie, c'est d'investir 600 milliards supplémentaires dans l'économie américaine. En fait, on voit que, vous le disiez d'ailleurs Catherine, Washington est le seul grand gagnant là-dedans. C'est-à-dire que nous, on est un peu sous
une double peine là. Non seulement on a des taxes, mais en plus on doit investir. Là, c'est-à-dire qu'on paie pour ce mauvais accord. C'est-à-dire que pour conclure ce mauvais accord, en plus il faut payer et mettre des milliards d'euros sur. Et sinon c'est pire, c'est 30%. Sur le tapis. Sinon c'était sans doute effectivement 30, 40, 50%. 600 milliards d'euros d'investissement européen aux États-Unis. 600 milliards, on en aurait bien besoin plutôt de les dédier à l'industrie européenne qui va si mal. Non, c'est vraiment un accord perdant pour les Européens, gagnant pour les États-Unis, et on est vraiment une puissance reléguée face à ce géant américain. Il y a quand même un secteur, Johanna, dans lequel on est sur du gagnant-gagnant. C'est le domaine de l'aéronautique, puisque là, il n'y a absolument plus de droits de douane, ni d'un côté ni de l'autre. Pourquoi ? Probablement parce que Donald Trump l'a bien voulu. En fait, tout simplement, c'est parce que, en plus clair, c'est parce que c'est en fait un secteur stratégique à la fois pour l'Union européenne, mais aussi pour les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de pièces qui sont fabriquées en Europe, et inversement, les Européens ont besoin de pièces qui sont fabriquées aux États-Unis. Il y a donc une dépendance dans ce secteur qui a poussé donc Donald Trump à accepter probablement des exemptions sur le secteur aéronautique. Alors, comment l'Europe peut réagir face à ça désormais ? Écoutez l'avis de cet économiste. L'Europe a aussi le droit de réagir, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi mettre en place des plans de relance en Europe qui permettraient d'absorber le choc. Et la question, ça va être aussi de savoir si les Européens sont capables de faire ça et de mettre ça en place justement pour pouvoir neutraliser les effets de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Catherine, que nous aussi, en réponse à ça, on applique une taxe supplémentaire sur les produits américains qu'on importerait ? Non, ce serait du suicide ? C'est impossible. C'est pas du tout le but de l'accord qui a été conclu aujourd'hui. Et si la France décidait de faire ça au niveau français, ce serait complètement, ce serait du suicide, parce qu'il y aurait sans doute des mesures de rétorsion. Ça me semble inimaginable. Non, je pense que cet accord, il a été conclu et qu'il va falloir avaler cet accord, et que effectivement, nous sommes très perdants, et que beaucoup de secteurs vont en souffrir, et que l'industrie européenne va en souffrir globalement. Et c'est vrai qu'on attendait un sursaut de l'Europe. On aurait été fiers d'ailleurs que l'Europe finalement montre les muscles, mais elle avait visiblement trop à perdre. Et donc, on retourne à cette image d'une Europe finalement assez faible, assez déclassée par rapport aux Américains et des Unis. Mais est-ce que ça veut dire, Eric, là on voit bien la réaction de notre ministre qui est tout sauf insatisfait. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir retourner négocier, et avec qui surtout? Est-ce qu'on peut y arriver? Là, c'est-à-dire que oui, renégocier, mais là aujourd'hui l'accord est signé. C'est-à-dire que ça renvoie à quelle échéance? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité. Mais c'était avant qu'il y avait une possibilité. Quand vous parliez justement de poser des contraintes, c'était un élément. L'Europe a choisi de ne pas céder aux contraintes. Elle a choisi de céder, en fait. Donc là, aujourd'hui, il va falloir assumer, et c'est les entreprises et aussi, par capillarité, les consommateurs qui vont en payer les conséquences. La seule chose qu'il faut, non pas espérer, mais c'est qu'il y ait une réaction des Américains, des consommateurs américains, parce que ceux qui vont en payer, ça a été dit aussi, ceux qui vont en payer le prix, c'est les consommateurs américains aussi, et notamment les plus pauvres. Et puis moi aussi, je ne peux pas m'empêcher à une autre conséquence, c'est sur le plan politique, parce que les populistes, on les a vus, ceux qui ont réagi hier en France, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les plus opposés à l'Europe, qui vont avoir du grain à moudre pour nourrir leur fonds de commerce.